Bonjour, ici Amélie Boivin-Enfield. Bienvenue à l'émission Quand je serai grand. Cette semaine, on découvre un métier qui fascine et qui est aussi de plus en plus populaire avec les différentes émissions qui parlent de droit. Bien sûr, je parle du métier d'avocat. On aura la chance d'aller rencontrer Maître Claude-Marc Boudreau à son cabinet de Montréal. Et là, on est à l'école de l'Étincelle et on vient chercher Leandro Iglesias, notre futur avocat. Bonjour, je m'en viens chercher Leandro Iglesias pour un tournage. Avec plaisir, j'allais vous reconduire. D'accord. Suivez-moi. Bonjour, on vient chercher Leandro Iglesias. Ah, c'est toi? Allô, Amélie, ça va bien? Ben oui, est-ce que tu es stressée? Non, pas trop. OK, bien on y va, Leandro. Ben, merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Ben, le métier que je veux faire plus tard, c'est avocat. Les raisons, c'est parce que quand j'ai regardé des émissions de télé sur les enquêteurs, puis la partie que je préfère tout le temps, c'est le procès. Fait que les avocats qui le défendaient ou des affaires comme ça. Surtout quand j'étais avec ma famille en Argentine, ils me disaient toujours que je devais être politicien ou avocat. Ma tante, elle me disait toujours, ah, tu dois être avocat parce que tu défends tout le monde. Ce que j'aime dans ce métier-là, c'est défendre les personnes, des fois demander des questions à l'accusé ou des affaires comme ça. C'est plus sérieux. C'est pas que j'aime pas l'humoristique, mais j'aime ça être sérieux des fois, puis j'aime ça défendre les personnes. Mes amis, je les défends des fois quand on joue à des jeux, puis j'aime ça la justice parce que je veux que le monde soit juste. Donc, on va s'installer ici. Je vais je vais te montrer c'est quoi un code civil. En quoi ça consiste, le métier d'avocat? Bien, c'est très vaste, hein, parce que le droit mène à tout. Il y a un adage qui dit le droit mène à tout. L'important, c'est d'en sortir. Tout est régi par le droit. L'avocat, comme on connaît, là, celui qui plaide à la cour, c'est pas comme on est habitué de voir à la télévision quand on regarde Boston Legal, LA Law, etc. Si quelqu'un pense en commençant à faire du droit que c'est la même chose, il va peut-être être un petit peu déçu parce que premièrement, le travail à la cour, c'est pas la grande majorité. Pour beaucoup d'avocats, c'est pas la grande majorité de son travail. On doit d'une part rencontrer des clients, faire de la recherche, parce que le travail d'un avocat, là, c'est pas de connaître les réponses à toutes les questions qui lui sont posées, c'est plutôt d'être capable de trouver des réponses à toutes les questions qui lui sont posées. C'est un peu comme aller à l'école pendant toute sa vie. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir, ils soumettent des questions qu'on n'a jamais entendues avant, et là, ça peut-être qu'on a par expérience la réponse, mais ça va peut-être demander qu'on fasse une recherche. De nos jours, c'est beaucoup plus facile avec l'Internet. Quand on fait une recherche sur un dossier ou une situation en particulier, c'est plus facile, mais c'est quand même une grande partie du travail de l'avocat. Il faut être habitué de faire de la recherche, fouiller dans les lois, fouiller dans les livres. On rencontre les clients après, on donne notre opinion. Et ça peut-être se terminer là, mais des fois, ça demande à ce qu'on entreprenne des procédures judiciaires. Ça, c'est peut-être le côté plus plaisant pour bien des gens. Pour ceux qui sont à l'aise avec les gens, c'est plus le fun, c'est un meilleur défi d'aller à la cour, d'aller convaincre le juge qu'on a raison puis que l'autre partie a tort. Sur la carte que vous m'avez donnée, est-ce que c'est votre devise? Ça, c'est notre nouvelle carte d'affaires et notre nouvelle devise qui reflète bien notre philosophie au bureau. Qui veut la justice entre les hommes doit vouloir pour eux ce qu'il désire pour lui. Si tu veux vraiment aider ton client, défends son dossier comme si c'était le tien. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire ce métier ou cette profession? Ça, c'est particulier. Je voulais être docteur, médecin. À l'école, moi, avant la fin de mon secondaire, j'étais quelqu'un qui habitait en appartement, qui travaillait chez McDonald's. Après mes études, je payais mon appartement, je revenais à l'école le lendemain matin, etc. Je n'avais pas la discipline extraordinaire. Mais ce qui faisait que j'étais toujours à la dernière minute pour faire mes devoirs. Mais s'il y a un domaine dans lequel j'excellais, c'était les exposés oraux. J'avais pas besoin de préparer quoi que ce soit. Le professeur nous demandait dans le cours de français de faire un exposé oral. Ben, moi, je disais, de quoi veux-tu que je te parle? Et là, j'arrivais en avant, puis
je parlais librement, je m'exprimais. Je n'avais jamais pensé faire un avocat. Ça m'était même pas passé proche, là. Ça ne m'avait pas effleuré l'idée. Et à la fin de l'exposé, le professeur fait ses commentaires habituels aux gens en disant « c'était bon, c'était moins bon, ci, ça ». Puis moi, plutôt que faire ça, mon professeur, Germain Boucher, à l'école secondaire Vaudreuil à l'époque, m'avait plutôt demandé ce que je voulais faire. Puis avant même que je donne la réponse, il m'a dit « c'est parce que je t'écoute, je te regarde aller, je te verrai avocat, politicien, quelque chose comme ça, parce que tu as la parole facile. » Puis là, la cloche a sonné, puis il fallait s'en aller au cours de maths. Puis là, le hamster commençait à tourner. Je n'avais pas pensé à ça, puis je ne sais pas pourquoi. Et j'ai développé un intérêt pour ça. Il y a un directeur de secondaire qui m'a rencontré plusieurs années après, puis qui m'a présenté sa femme, puis il est venu me dire que c'était ma place à être avocat. Puis il a donné comme exemple, quand il faisait venir quelqu'un, un étudiant, dans son bureau pour le chicaner d'un mauvais coup. Normalement, les étudiants ne disaient pas un mot, regardaient à terre et avaient hâte de sortir. Moi, j'argumentais avec oui, mais, puis l'autre, puis c'était comme naturel. Je t'ai parlé tout à l'heure du Code civil. Ouais. Okay? On a ici le Code civil du Québec qui a aussi le Code de procédure. Ça, c'est vraiment la Bible des avocats en civil. Dans cette loi-là, il y a toutes sortes de sujets qu'il ne faut pas apprendre par cœur, mais il faut savoir qu'il y a des dispositions qui existent. Il y a sur les personnes, il y en a sur la famille, on a la succession. Quand quelqu'un décède, puis il y avait des biens, il faut savoir à qui il faut donner ça. Une partie très importante, on a les obligations. Un contrat. Tu as un contrat avec un de tes amis pour faire quelque chose, puis ton ami ne respecte pas le contrat, les recours sont ici. Il y a vraiment tout là-dedans. Dans le Code civil, je t'ai dit qu'il y avait beaucoup d'articles. Tu en as 3168 articles de loi. Tu ne peux pas apprendre tout ça par cœur. Mais ce que tu peux faire, c'est de savoir les grandes lignes. Puis s'il y a une question qui t'est posée, tu sais que si ça concerne les contrats, tu t'en vas dans le chapitre qui est ici. Ça, c'est vraiment un point très important. Puis le deuxième, un qui va faire ton affaire, j'ai compris, c'est le Code criminel. Le Code criminel, tu as toutes les infractions que le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada a décidé que c'était des infractions, comme le meurtre. Il est interdit de tuer quelqu'un. Les dispositions sont là-dedans. Est-ce que chaque avocat qui sont dans cette équipe-ci ont le même... Les avocats devraient au moins avoir le Code civil, puis si tu fais du criminel, devraient avoir au moins le Code criminel. Alors vous faites du criminel? Je fais surtout du droit, comme j'ai dit, du travail, de la faillite et du droit civil. N'importe quel avocat qui fait du droit civil devrait avoir deux lois sûres et certaines, le Code civil et le Code de procédure civile. Moi, j'ai un livre que les deux sont dedans. Puis Code de procédure civile, ça nous dit comment faire exercer nos droits. Et les droits sont dans le Code civil, puis la façon d'exercer ces droits sont dans le Code de procédure civile. Je me demande, est-ce que c'est facile de gagner un procès pour vous? J'entends souvent des gens dire que un avocat en particulier n'a jamais perdu de cause. Ça, c'est facile. On n'a qu'à prendre des causes qui sont gagnées d'avance. J'ai déjà perdu des dossiers que c'est une victoire pour mon client. Mon client était poursuivi pour 150 000 puis en bout de ligne, il a payé 4 000 En apparence, j'ai perdu. Mais demandez à mon client, il est très content, on a gagné. Si moi, je poursuis quelqu'un d'autre, je cherche à réclamer 150 000 et je gagne et on m'accorde 3 000 et ça a coûté beaucoup plus que ça en frais d'avocat, d'huissier, déboursés, c'est pas nécessairement une victoire. Le travail de l'avocat, c'est pas nécessairement toujours de gagner. Au criminel, c'est pas de toujours acquitter son client. C'est d'agir comme un conseiller, aider le client à passer au travers du processus judiciaire. Si un client a commis un acte criminel et il mérite une sanction, bien, on doit l'aider à passer au travers de ça, comme un comptable va aider quelqu'un à faire ses déclarations d'impôts. Un comptable, son travail, c'est pas de faire en sorte que tous ses clients payent 0 d'impôts. C'est sûr que s'il pouvait tout le temps faire ça, ce serait un comptable très riche, très en demande, mais le travail d'un comptable, c'est de faire en sorte qu'on paye ce qu'on doit payer. Le travail d'un avocat, c'est d'éclairer notre client. Lorsque le client vient nous voir avec un dossier perdu d'avance, bien, notre travail, c'est de le conseiller, de négocier, essayer d'arriver à une entente, faire en sorte que plutôt que d'être condamné à payer un montant d'argent, on fait une entente où c'est
c'est plus avantageux pour lui. Alors, il y a des défaites qui sont des victoires, il y a des victoires qui sont des défaites. Si je crois à la justice, la réponse, c'est oui. On me pose souvent la question, ou j'entends des commentaires, des gens qui ne comprennent pas que le dossier n'a pas fini comme il voulait, puis ils disent qu'il n'y a pas de justice. Oui, il y a une justice, j'y crois beaucoup, mais je sais qu'elle n'est pas parfaite. On est dans un monde où, en criminel, il y a des gens qui ont commis des infractions criminelles et ils sont acquittés parce qu'il y a un doute raisonnable. Une justice, c'est qu'on préfère avoir un criminel en liberté qu'un innocent en prison. Ça, c'en est un exemple. Donc, il n'est pas parfait, le système, mais j'y crois beaucoup. Je trouve que c'est un système qui est correct, qui est juste, qui n'est pas infaillible, qui peut se tromper. Est-ce que vous pourriez me dire, pour un délit majeur, combien de temps ça prend environ à résoudre le procès? Il y a des dossiers que ça peut prendre une journée d'audition. Il y a des dossiers où ça peut prendre 2 semaines. On a vu des dossiers au criminel récemment devant un jury. Ça peut durer 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est un peu comme, là, c'est un peu d'actualité, la commission Bastarache. On voit, c'est un genre de procès, puis on voit le nombre de témoins qui doivent défiler. Puis là, chaque partie doit poser des questions. Habituellement, un procès normal, c'est... Parce qu'il y a plusieurs étapes à faire. On doit se présenter souvent à la cour pour fixer des dates, faire des interrogatoires avant cour, etc. Mais lorsque le dossier est prêt, puis on peut faire le procès devant le juge, ce qui est commun, c'est 1 journée, 2 jours, 3 jours. Est-ce que le Code civil et le Code de procédure civile que vous avez est à jour? Il faut qu'il soit à jour comme avocat, mais il est appelé à changer souvent parce que c'est là que tu vas comprendre pourquoi il y a le travail des politiciens à Ottawa ou à Québec, là, au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Parlement d'Ottawa. Les politiciens font des lois. C'est eux qui décident quelles sont les lois qui devraient être appliquées. Les juges vont les appliquer, mais ils ne font pas la loi. Et le Code civil du Québec existe dans une forme différente depuis 1866. On appelait ça à l'époque le Code civil du Bas-Canada. Au fil des années, les politiciens vont adopter des modifications, des nouvelles lois, et ils vont l'incorporer là-dedans. Il a changé très souvent. Tu n'as pas le choix, comme avocat, il faut que tu te mettes à jour. Moi, je suis abonné, je paye un montant d'argent chaque année, et lorsqu'ils ont des modifications, ils m'envoient des pages, et je fais juste prendre, je vais te donner un exemple, la page 34, dans ma pile, j'enlève la vieille page et je mets la nouvelle page 34. Comme ça, je suis certain que la loi est à jour, mais en même temps, nous, il faut faire nos recherches. On est supposé savoir, comme avocat, en faisant des recherches, qu'ils ont changé telle loi. On va à l'école à tous les jours, comme avocat. C'est l'équivalent d'étudier à tous les jours. OK. Si on n'est pas abonné, est-ce qu'on doit aller acheter un nouveau code ou une nouvelle page à chaque jour? Ça, c'est une très belle question. Il y a des avocats qui, à chaque année, achètent un code civil, mais qui est dans un petit livre. Le danger de ça, c'est que s'il y a une modification importante après 6 mois, mais tu vas l'avoir juste 6 mois après dans la nouvelle loi. C'est pour ça que moi, je préfère les mises à jour automatiques. Ouais. L'avantage premier que j'ai, moi, personnellement, c'est que je suis mon propre patron. J'ai des gens qui m'appellent pour me demander leur opinion. J'ai un sentiment que je suis utile pour quelqu'un. C'est très valorisant quand un chef d'entreprise t'appelle, quelqu'un qui gère une entreprise, 100, 200, 300 employés, et qui te demande ton opinion. Comment on devrait régler ça? C'est valorisant. Pour un avocat. On sent quelqu'un pour quelqu'un. Ça, c'est vraiment plaisant. L'inconvénient, c'est vraiment que je pense que c'est le pire travail pour se faire déranger par des amis, des voisins. Tout le monde nous appelle quand il y a un problème avec le chien, l'auto, le magasin, la clôture. On peut jamais... Moi, je peux jamais décrocher de mon travail. Mon téléphone sonne toujours et c'est souvent des amis, un cousin. Il y a un avantage, c'est que je garde des liens avec des amis que ça fait 20 ans que je n'ai pas vu. Puis là, il y a un problème, ils trouvent le moyen d'appeler l'ancien ami avocat qu'il y avait. Ça, c'est difficile un peu. Tu t'en vas dans un restaurant, puis il y a quelqu'un qui sait que tu es avocat. Bien, constamment, ils vont te demander ton opinion, ils vont te parler d'un dossier qu'ils ont déjà un autre avocat, ils veulent... Fait qu'on ne peut jamais décrocher. Je me demande si c'est préférable d'être bilingue ou trilingue pour être avocat. Si on ne parle pas anglais, on est plus limité dans la nature des dossiers ou les dossiers qu'on peut prendre. C'est définitivement un atout. On ne sera pas empêché de travailler comme avocat si on ne parle que le français. D'ailleurs, il y a une obligation pour tout avocat qui pratique au Québec d'être en mesure de fonctionner en français.
Être avocat ou policier qui travaille pour les lois, est-ce que ça donne un avantage si tu as fait une infraction? Ça, c'était une très bonne question. Si un avocat commet une infraction, un policier commet une infraction? Ouais, ben, quelqu'un qui travaille pour la loi. Oui, mais normalement, pour être policier ou pour être avocat, il ne faut pas avoir ce qu'on appelle un dossier criminel, un casier judiciaire. Autant pour les policiers que pour les avocats, lorsque tu veux devenir policier, je sais qu'on va vérifier si tu as commis une infraction criminelle. C'est pour ça que si je pouvais recommander à toi et tes amis de tout faire pour ne pas avoir de dossier criminel, des fois, on fait des foleries de jeunesse qu'on regrette plus tard. Puis quand on est jeune, ça veut rien dire, puis on se rend compte beaucoup plus tard que c'est un problème. Les avocats, c'est la même chose. Un avocat, c'est-à-dire un étudiant qui a commis un vol. Je vais donner un exemple, a commis un vol, peu importe, et il va étudier en droit, il va faire son bac en droit, mais quand va arriver le temps d'être inscrit au barreau pour devenir avocat, le barreau va faire une recherche et normalement, si tu as un casier judiciaire, sauf des cas exceptionnels, tu ne pourras pas être avocat. Nous sommes actuellement au palais de justice de Laval, sur Saint-Martin. Il y a plusieurs palais de justice au Québec, c'est par région, on appelle ça des districts judiciaires. Ici, c'est le district judiciaire de Laval. Il y a quelque chose de particulier, par contre, dans un palais de justice. On ne peut pas filmer partout qui on veut. Il y a une question de confidentialité. Ici, on est dans un endroit qui est réservé pour les caméras, les journalistes. Tu vois, il y a des pointillés verts, ce qui fait que normalement, si on est sur ce côté ici, on est correct. Il n'y a aucun problème. Puis on peut comprendre, il y a des gens qui viennent ici qui aimeraient pas, qui veulent sa demeure confidentielle. Au premier étage, où on est actuellement, je sais que ça t'intéresse beaucoup, c'est ici qu'il y a les causes aux criminels. Okay? Ça commence à 9h30 tout à l'heure, il y a les comparutions, les gens viennent et décident d'enregistrer des plaidoyers de culpabilité ou de non-culpabilité. S'ils sont coupables ou non, ça peut se régler rapidement ou on peut fixer ça à procès. Au deuxième étage, tu as les causes civiles. Tu as les causes devant la Cour du Québec. Ça, habituellement, c'est tous les dossiers où l'objet, le montant d'argent réclamé est 70 000 ou moins, moins de 70 000 La Cour supérieure, c'est plus de 70 000 1 plus 1 en droit, ça ne donne pas nécessairement 2. Ça dépend de tellement de facteurs. Est-ce qu'un témoin qui vient dire la vérité va se tromper en disant la vérité? Est-ce qu'un témoin qui va venir mentir va très bien mentir au point où tout le monde va le croire? Est-ce que le juge va se tromper? Parce que le juge ne détient pas la vérité, il fait juste la représenter. La loi dit que le juge décide, un peu comme une mère qui vient décider quel de ses 2 enfants a fait un mauvais coup. Comme enfant, on a tous été dans une situation où on sait que notre mère s'est trompée. Mais c'est elle la bosse, c'est elle la patronne, puis elle a décidé comme ça. Mais le juge, c'est la même chose. Le juge peut se tromper aussi. Dites-moi comment on pourrait appeler le juge. Comment on devrait appeler un juge? Pour moi, ça, c'est très important parce que je vois très souvent des gens appeler des juges « Votre Seigneurie »,« Votre honneur ». Moi, j'ai jamais été fort sur les titres. Au même titre que je suis pas à l'aise de me faire appeler maître, sauf lorsque c'est important dans le cadre d'une fonction officielle où c'est important que les gens sachent qu'on est avocat. Moi, là, au-delà des titres, il y a des gens. Je pense que tout le monde mérite un respect, qu'on ait un titre ou non. Je donne toujours le meilleur exemple. Un beau billet de 5 puis un billet de 5 fripé et sale, les deux valent 5 Au niveau des humains, quant à moi, c'est la même chose. Il y a des humains qui ont des caractéristiques qui font notre affaire, qui ne font pas notre affaire. Mais il n'y a pas de bonnes et de mauvaises personnes. Alors moi, je dis Monsieur le juge, Madame la juge. Et je le dis avec le plus grand respect, qui est probablement plus éloquent que d'autres avocats qui vont dire Votre Seigneurie, mais qui ne vouent pas un respect derrière ce titre-là. Leandro, ici au premier étage, comme je t'expliquais, il y a plusieurs salles de cours, il y a plusieurs salles, plusieurs juges. Et l'avocat qui a un dossier dans une salle, je vais te donner un exemple, dans la salle 1.12, bien, il doit se rendre à l'heure, ne pas être en retard et aller rencontrer le juge, aller plaider le dossier de son client. Je vais aller te montrer où ce que c'est. La salle 1.12, ça te va? OK. On va aller voir ça. Tu viens avec moi? OK. On va pas rentrer parce qu'on ne peut pas filmer à l'intérieur, mais tu vois, le juge est assis, normalement, le dos au mur. Tu le vois, s'il était là, tu le verrais de face avec sa toge. Et la greffière qui est assise devant elle, qui prend les notes, et les avocats de chaque côté. Et dans le milieu, vers l'avant complètement, c'est là où le témoin se tient debout pour témoigner devant le juge. Tu as le droit de venir écouter des dossiers. Ça pourrait être intéressant pour toi.
C'est ce que j'ai fait quand moi je voulais être avocat. Je venais au palais de justice quand j'étais plus jeune étudiant et je regardais les avocats aller. Et c'est là que j'ai vu que c'est vraiment un domaine qui m'intéressait beaucoup. Aussi, je me demandais combien d'années d'université ça prend pour devenir un avocat. Bon, d'une part, il faut finir le secondaire 5, bien entendu, le cégep par la suite. Et le baccalauréat en droit, c'est 3 années d'université à temps plein. Une fois qu'on a terminé ça, on a son diplôme en droit. Ça ne donne pas le droit de pratiquer, parce que quelqu'un pourrait vouloir avoir un diplôme en droit et aller travailler en administration. C'est un atout extraordinaire. Pour devenir avocat, il faut aller, il y a une année additionnelle à l'école du barreau. Et donc, c'est la 4e année après le cégep. Et là, on apprend plus de pratique, on apprend vraiment la plaidoirie, on apprend vraiment l'aspect financier du droit, les représentations. Et lorsqu'on a fini cette année-là, là, il faut faire un stage. Donc, là, c'est peut-être la première fois habituellement qu'un jeune étudiant va être rémunéré. C'est pas un gros salaire, mais il y a vraiment un défi extraordinaire. Là, on va aller travailler dans un bureau d'avocat. On est sous l'aile d'un avocat d'expérience qui a au moins 5 années d'expérience comme avocat au barreau. Et il va travailler comme stagiaire. Il va commencer à faire des recherches. Il va commencer à assister à des rencontres avec des clients. Il va aider l'avocat, le maître de stage qu'on appelle, à prendre des décisions. Il va peut-être aller à la cour. Il va peut-être faire des interrogatoires, poser des questions à des témoins. Il y a toutes sortes de stages. Une fois qu'on a fini le 6 mois de stage, on est formellement assermenté comme avocat et on est inscrit au tableau de l'ordre. On devient maintenant avocat. On a le droit de pratiquer seul ou en collaboration avec d'autres. Si on avait juste à prendre une loi puis la lire pour faire du droit, on n'aurait pas besoin d'aller à l'université. Je te dirais que les 3 années d'université, c'est d'apprendre à interpréter les lois. C'est vraiment ça, parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais acheter un code civil, je vais le lire, puis je vais comprendre. Maintenant, on a 3 ans d'études pour apprendre à comprendre ce que ça veut dire. Parce que 1 + 1, ça ne donne pas 2 pour un avocat. Il y a tous les facteurs, tout ça. Tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a 10 personnes qui peuvent lire un article de loi d'une manière, puis toi, tu arrives, oui, mais si moi, je vous le présente de même, vous dites quoi? Puis là, les avocats, les autres, ils disent, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. C'est ça, un bon avocat. Est-ce que vous pourriez me dire, pour un futur avocat à compréhension normale, est-ce que ça pourrait prendre combien d'années environ pour devenir un avocat expérimenté? Là, on ne parle pas d'études, là. Le temps que ça prend un avocat pour être expérimenté, c'est-à-dire le jour où un étudiant est autorisé à pratiquer le droit, combien de temps avant qu'il soit considéré expérimenté, je vous dirais qu'il y a des avocats qui comprennent plus vite que d'autres, en partant. C'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'on est compétent et qu'on est intelligent. Ça, c'est une distinction importante à faire. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas à l'école qu'on n'est pas intelligent. Moi, j'ai toujours dit que l'intelligence ne se mesure pas à partir des choses qu'on a apprises, mais à partir des liens qu'on est capable de faire avec ces mêmes choses-là. Donc, il y a des avocats qui vont réussir très rapidement. Il y en a d'autres qui vont finir leur carrière, puis ça n'aurait pas été des bons avocats. Tout est dans le jugement. Comment on a beau apprendre des choses par cœur, comment on va les appliquer, comment on va réagir. Je connais des avocats qui n'ont pas eu les meilleures notes à l'école, mais ils sont d'excellents avocats, parce que ce n'est pas du par cœur, c'est vraiment du jugement qu'ils ont. Ça prend probablement un bon 2 à 3 ans avant de bien maîtriser la cuisine. Il faut avoir son lot de problèmes, il faut avoir son lot de difficultés, il faut rencontrer des problèmes. On évalue un bon pêcheur à la solde des poissons qu'il a échappés, puis qu'il n'a pas rééchappé par la suite. Mais un avocat va probablement commettre des erreurs. Il va se tromper, il a le droit de se tromper, mais plus il va commettre ces erreurs-là, plus il va apprendre de ces erreurs-là, plus il va aller chercher de l'expérience, plus il va être un excellent avocat. Leandro, on vient de terminer notre visite. Est-ce que tu as apprécié? Entre les dossiers, on a assisté à des audiences en salle de cour civile et en salle de cour criminelle. Laquelle des deux t'as le plus apprécié? C'est ton domaine, hein? C'est plus sensationnel. Moi, si je peux te donner un conseil en terminant, continue à avoir confiance en toi. Tu as toutes les aptitudes pour devenir un excellent avocat. C'est évident. Ça, on n'apprend pas ça sur les bancs d'école.
ton assurance va t'emmener très loin dans la vie et surtout comme avocat. Je vais te souhaiter une bonne journée, puis lâche pas les études, c'est très important. C'est bon? C'est bon. Salut, Leandro. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye-bye. D'après ce que j'ai entendu puis vu, ça me passionne encore plus. Parce que au début, j'étais pas sûre. Si on devait apprendre les lois toutes par cœur, ça me décourageait un peu, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est vraiment bien. Ouais. J'aimerais ça faire ça. Il m'a encore plus passionnée. Puis surtout, je me suis tout reconnue en ce qu'il a dit, qu'il défendait vraiment défendre le monde. À partir d'aujourd'hui, je vais étudier puis écouter beaucoup d'émissions de télé sur les avocats puis essayer d'en apprendre plus. Des recherches sur Internet, tout ça comme ça. Je pense pas que quelques-uns de mes amis, ils veulent rencontrer quelqu'un d'autre qui font une autre profession. Mais moi, je me considère vraiment chanceux d'avoir rencontré un avocat. Ben, ça me fait que je me sens grand, comme si j'étais dans le futur, que j'étais un avocat célèbre ou quelque chose comme ça, là. T'as-tu hâte de la porter pour vrai? Ouais. Ben, une à ma taille, là, bien sûr.